Monsieur Abeid Biramda, l'équipe l'Algérie patriotique vous remercie pour votre disponibilité. Nous allons poser des questions. Vous venez de lancer un appel à la mobilisation pour dénoncer l'arrestation des militants de votre association pour avoir dénoncé l'esclavage dans votre pays. Quel écho a eu votre appel à l'intérieur et à l'extérieur de la Mauritanie? L'appel que nous avons lancé a eu des échos très forts en Mauritanie, car la mobilisation des militants de l'Irak, qui sont des milliers dans toutes les villes, dans toutes les campagnes mauritaniennes, se sont mobilisés pour soutenir les personnes disparues, victimes d'arrestations arbitraires, victimes de montages sécuritaires et victimes de torture et de jugements inéquitables. Et la mobilisation aussi a gagné toutes les associations civiles mauritaniennes et les partis politiques mauritaniens et qui ont soutenu par des communiqués, par des prises de position publiques, les militants d'Irak injustement incarcérés. Aussi, sur le plan international, le soutien était sans équivoque et était total, à commencer par les ONG internationales des droits de l'homme, passant par les organismes internationaux comme les Nations Unies, l'Union européenne, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui a sorti une résolution en octobre passé condamnant la Mauritanie pour connivence avec les pratiques esclavagistes, et aussi les États comme les États-Unis d'Amérique et bien d'autres pays du monde libre ont soutenu ouvertement notre organisation. Vous indiquez dans votre appel que 13 militants de votre association sont en prison illégalement et seront jugés dans un faux procès en appel, celui du 14 novembre. Que voulez-vous dire par faux procès? Peut-on connaître leur situation actuelle? Pensez-vous qu'ils ont une chance d'être relâchés? Le faux procès, c'est un procès intenté aux innocents. C'est un procès intenté aux hommes justes, aux femmes justes, parce qu'elles sont justes, parce ils ont des idées, ils ont des comportements, ils ont des attitudes conformes à la loi, comme les militants de l'Irak, qui sont conformes dans leurs actions, dans leurs pensées à la légalité nationale, à la légalité internationale. Ce sont des militants pacifiques des droits de l'homme. Ceux qui leur ont intenté un procès, c'était dans le cadre d'une action générale, totale de l'État mauritanien, de vouloir supprimer toutes les actions, toutes les entreprises visant à déconstruire l'esclavage, le racisme qui fonde l'État mauritanien, qui fonde le mode de vie des groupes dominants arabo-berbères, de l'extrême droite arabo-berbère qui a fondé son mode de vie sur l'esclavage et qui a décidé par une répression hors la loi, tous azimuts, de supprimer le mouvement de droit civique qui est le mouvement de l'Irak, le mouvement anti-esclavagiste. C'est par cela que j'appelle le faux procès, parce qu'au cours de ce procès, le procès va être le procès du pouvoir mauritanien, de cet apartheid implanté en Afrique de l'Ouest, précisément en Mauritanie. Un apartheid arabo-berbère, de l'extrême droite arabo-berbère, raciste, xénophobe et afrophobe, qui pratique une gouvernance contre les personnes d'ascendance africaine en Mauritanie. Selon les chiffres, 600 000 Mauritaniens seraient des esclaves par ascendance et exportés vers les pays du Golfe. Comment expliquez-vous cette aberration alors que l'esclavage a été aboli officiellement en Mauritanie depuis 1981? Cette aberration s'est installée sur le territoire qui s'appelle maintenant la Mauritanie. Depuis plusieurs siècles, elle s'est installée par la construction de sociétés hiérarchisées, fondées sur le mépris de l'homme noir, sur l'esclavagisme de l'homme noir, de l'esclavagisme arabo-berbère qui a fondé une expansion qui a pu réussir à faire des ponctions au sein des communautés noires
d'Afrique de l'Ouest, que ce soit les Peuls, les Soninké, les Wolofs, les Bambara. Et de cette ponction, une nombreuse main-d'œuvre servile noire a été soumise à l'esclavage. Ça fait partie, c'est un poste avancé de la traite orientale, la traite arabo-musulmane qui a aussi saigné l'Afrique, la traite atlantique. Cette traite qui n'a pas encore été remise en cause, qui n'a pas encore été revisitée par l'élite africaine qui a la paternité des luttes de l'indépendance, des luttes anti-impérialistes, des luttes anti-esclavagistes, des luttes anti-apartheid. Cette élite a sacrifié la diaspora noire dans le monde arabe, dont les Noirs mauritaniens ne sont que la tête de pont. Elle les a sacrifiés au profit d'une solidarité confessionnelle, d'une solidarité tiers-mondiste, d'une solidarité continentale avec l'élite arabe dominante dans les pays arabo-musulmans dominants, cette élite qui n'a pas encore déconstruit, ni revisité, ni remis en cause la perception que l'homme noir subit au sein des sociétés arabo-musulmanes depuis la nuit des temps. Une perception faite de mépris, faite de marginalisation, faite de sous-estimation qui, ô combien, continue encore à faire souffrir des dizaines de millions de Noirs au sein des sociétés arabo-musulmanes de la Mauritanie jusqu'au fin fond de l'Inde. Vous déclarez que les criminels d'esclaves sont intouchables, que vous avez présenté des centaines de maîtres à la justice sans parvenir à obtenir une seule condamnation. Qui les protège et pourquoi? Les criminels d'esclavage sont protégés par l'État, les institutions de l'État, les institutions sécuritaires, policières, juridiques de l'État mauritanien. Parce que ceux qui sont censés combattre, l'État qui est censé combattre l'esclavage en Mauritanie est un État dominé par les groupes dominants qui n'ont pas encore renoncé à l'esclavage. L'esclavage continue toujours à être considéré comme un sixième pilier de la religion musulmane par les groupes dominants esclavagistes mauritaniens qui dominent la Mauritanie, l'État mauritanien. Il y a des juges, des officiers de police judiciaire, il y a des ministres, il y a des hauts fonctionnaires de l'État, il y a des députés, mais tous sont acquis à la cause des esclavagistes, tous sont connivents avec l'esclavage parce qu'eux-mêmes détiennent encore leurs esclaves dans leurs maisons, dans leur périmètre agricole, derrière leurs troupeaux. Un esclavage fondé sur la naissance, car les groupes arabo-berbères mauritaniens ont hérité et héritent encore de nombreuses populations d'esclaves de par la naissance. Donc la reproduction de la main-d'œuvre servile se fait à travers la ligne maternelle et continue encore car il y a des esclaves qui sont possédés, qui travaillent sans repos, sans salaire, sans soins, avec leur bourreau, avec leur maître. Ils n'ont pas le droit à l'éducation, ils n'ont pas le droit aux pièces d'état civil, ils subissent des viols sexuels sacralisés, codifiés par un code noir, un code négrier, un code d'esclavage qui est toujours en vigueur en Mauritanie et qui est officiellement placé par l'État mauritanien comme principale source de loi dans la constitution mauritanienne. Un code noir qui est sacralisé et qui codifie, légitime, sacralise l'esclavage. Et tous ceux qui s'attaquent à l'esclavage sont considérés comme des apostats, comme des ennemis de l'islam, comme des criminels. C'est pourquoi nous, militants anti-esclavagistes mauritaniens, nous sommes pourchassés par ces chefs d'inculpation ô combien dangereux et passibles de la peine de mort en Mauritanie que sont l'apostasie et bien d'autres. Pour vous, les États africains sont complices pour vous, les États africains sont complices par leur silence de l'État mauritanien que vous qualifiez de régime d'apartheid. Et pourquoi? La Mauritanie a fondé un régime d'apartheid non écrit. La seule différence entre cet apartheid et l'apartheid qu'on connaissait, qui était en vigueur à Pretoria en Afrique du Sud, c'est que cet apartheid n'est pas écrit. Mais c'est la minorité arabo-berbère qui est là par rapport à la minorité blanche d'Afrique du Sud, l'aile d'extrême droite, afrophobe de la communauté arabo-berbère, a fondé une discrimination qui structure l'État, qui met les Noirs au banc de l'État, qui met en doute, qui remet en cause la citoyenneté des Noirs autochtones et majoritaire, largement majoritaire dans le pays. Et cet apartheid élimine et limite l'existence des Noirs au sein des différents corps civils et militaires de l'État. Et cet apartheid opère aussi une exclusion économique
des Noirs mauritaniens, notamment leur exclusion de la propriété terrienne. Où est la complicité des États africains avec l'État mauritanien? La complicité des États africains, c'est cette indignité sélective que les Africains adoptent. Par exemple, ils s'indignent vis-à-vis de l'apartheid en Afrique du Sud parce que c'est un apartheid blanc. Ils s'indignent vis-à-vis de l'esclavage en Amérique, dans les Caraïbes, parce que les esclavagistes sont blancs. Mais ils sont complaisants, ils sont connivants, ils sont silencieux, ils sont même solidaires. Malheureusement, quand l'esclavage est un esclavage interne à l'Afrique ou quand c'est un esclavage arabo-berbère. C'est pourquoi j'ai dit que la traite orientale, la traite arabo-musulmane n'a jamais été indexée, n'a jamais été combattue, n'a jamais été remise en cause par les élites africaines. Ils ont sacrifié la diaspora noire dans le monde arabe dans une forme de solidarité confessionnelle continentale et tiers-mondiste avec leurs collègues, les élites arabes. Vous-même, vous étiez incarcéré plusieurs fois dans le cadre de votre combat contre l'esclavage moderne dans votre pays. Qu'entendez-vous par esclavage moderne? Votre combat a-t-il un lien avec le fait que vous soyez descendant d'esclaves? Mon combat a bel et bien un lien avec le fait que je suis descendant d'esclaves, parce que j'ai fait un serment à mon père qui m'a mis à l'école justement pour un seul but, pour que je combatte l'esclavage de manière intellectuelle, de manière idéologique. Parce que mon père, durant toute sa vie, c'était pas un homme lettré et il n'a pu se dresser contre l'esclavage que de manière mentale et physique. Et il m'a mis à l'école pour que moi je développe une insurrection intellectuelle, une insurrection du savoir contre le pouvoir l'esclavage, le pouvoir esclavagiste. C'est pourquoi l'acte d'incinération des livres esclavagistes qui sont considérés en Mauritanie comme des livres sacrés, l'acte d'autodafé volontaire, symbolique et public que j'ai réalisé avec mes amis le 27 avril 2012 contre le code d'esclavage mauritanien fait partie de l'application du respect de ce serment à mon père. C'est pourquoi ce combat qui a façonné ma vie et le combat de tous les Mauritaniens dignes, toutes les personnes justes et surtout de la majorité des peuples mauritaniens que sont les Harazim, que sont la communauté des esclaves et des anciens esclaves et surtout de ceux de ma génération qui ont vu se dresser devant eux non seulement l'esclavage proprement dit dans ses caractères, dans ses dimensions ancestrales, ces dimensions de viol, de travaux forcés, de castration des esclaves, ces dimensions de vente des esclaves, gager les esclaves, céder les esclaves, louer les esclaves, les vendre, les violer. Mais aussi un autre phénomène s'est dressé sur notre chemin, nous en tant que descendants d'esclaves, en tant que personnes instruites, parce que nous trouvons au sein de l'administration mauritanienne une discrimination sous toutes ses formes qui trouve sa racine dans l'esclavage. Bon. Vous n'avez cessé depuis 2008, l'année à laquelle vous avez fondé votre ONG Ira-Mauritanie, de mener des campagnes de sensibilisation à travers toute la Mauritanie. Avez-vous obtenu des résultats encourageants? Pourquoi est-ce que si difficile de mettre fin à ce fléau qu'on appelle l'esclavage? On a bien eu des résultats très encourageants parce que notre organisation Ira-Mauritanie est devenue un mouvement de droit civique qui traverse tous les milieux mauritaniens, toutes les strates de la société mauritanienne. C'est notre organisation à la plus grande capacité de mobilisation populaire dans le pays. C'est un grand mouvement de droit civique qui a empêché l'État de tourner en rond, l'État mauritanien esclavagiste et raciste, mensonger. C'est pourquoi depuis 2010, chaque année, l'État mauritanien nous intente 2 ou 3 procès par an. Au cours de ces procès, des dizaines de nos militants et de nos dirigeants comparaissent devant les tribunaux mauritaniens, mais continuent toujours à transformer leur procès en procès de l'État mauritanien. C'est pourquoi l'organisation Ira-Mauritanie que je dirige et qui est très jeune, et aussi ma personne, nous sommes l'organisation et la personne la plus primée, la plus distinguée de la sous-région ouest-africaine et de la sous-région maghrébine. Nous avons obtenu le prix de la ville de Weimar pour les droits de l'homme, nous avons obtenu le prix Frontline Defender pour les droits de l'homme, nous avons obtenu le prix des Nations Unies pour la cause des droits de l'homme, nous avons obtenu aussi le prix Tulip que décerne le gouvernement hollandais pour les droits de l'homme, nous avons obtenu le prix ACNC pour la non-violence que décerne chaque année dans la ville de Boston
aux États-Unis d'Amérique, les héritiers de Martin Luther King. Et nous avons reçu aussi le 30 juin passé le prix type des héros de la lutte contre l'esclavage qui est décerné par le gouvernement américain, et John Kerry, le secrétaire d'État américain, nous a décerné ce prix le 30 juin passé. Donc nous sommes une organisation très soutenue, très connue et adoptée comme une organisation conforme à la légalité internationale par les institutions internationales. Vous êtes maintenant dans une tournée européenne qui vous mène dans plusieurs pays. Vos camarades qui viennent d'être libérés, quel est votre prochain projet dans cette tournée pour le moment, et qu'est-ce que vous avez eu comme résultat jusqu'à présent lors de cette tournée? Les résultats, ce sont le soutien des 7 rapporteurs des Nations Unies dans les différents compartiments de violation des droits de l'homme qui nous ont soutenus. C'est le soutien des Nations Unies, c'est le soutien du Haut Commissariat des droits de l'homme pour les Nations Unies de l'ONU, le soutien de l'Union européenne, le soutien de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, le soutien des États-Unis d'Amérique, le soutien de toutes les ONG internationales des droits de l'homme. Cette mobilisation, cette sensibilisation, cet appel à la mobilisation nationale et internationale a été largement entendu, a été largement satisfait, et la priorité maintenant, c'est la mise en application et la mise en relief, la mise en vigueur de la plainte que nous avons déposée la semaine passée en France, une plainte qui vise 20 hauts fonctionnaires civils et militaires mauritaniens qui sont les architectes de la torture en Mauritanie, mais en même temps les exécutants de la torture en Mauritanie, ces personnes qui sont coupables de plusieurs crimes de torture en Mauritanie, notamment la torture qu'ont subi les 13 dirigeants et militants d'Irak qui étaient en prison tout récemment et dont 3 restent encore en prison. Au nom de l'équipe d'Algérie Patriotique, je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Et la dernière question,